Salut les sorciers, on se retrouve avec Lorraine et Marine pour un nouveau numéro de Science en question. Salut à toutes les deux. Hello Salut Jean. L'info vous a peut-être échappé, en 2018, le musée national de Rio de Janeiro est parti en fumée. L'incendie a effacé près de 200 ans d'histoire en quelques minutes seulement. Mais il n'y a pas que les incendies qui menacent nos collections. Et oui, le temps qui passe abîme aussi les trésors stockés dans les réserves des musées. Petit à petit, les objets se fragilisent et deviennent plus difficiles à manipuler. Certains ne peuvent même plus être exposés au public. Alors comment préserver ce précieux patrimoine? Comment montrer les œuvres sans les détériorer? Et le numérique peut-il y aider? Notre invité du jour nous présentera un projet à la pointe de la technologie. L'objectif, créer des copies numériques de tissus anciens ultra réalistes. Et toi Marine, qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, je vais vous parler d'une idée un peu folle, numériser un archipel tout entier pour le sauver de l'oubli. Eh bien ça promet, alors ne perdons pas une minute de plus et filons retrouver notre invité du jour. Nous avons le plaisir de recevoir Romain Pakanowski. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Science en question. Bonjour. Alors vous êtes chercheur INRIA, donc à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique à Bordeaux, et vos recherches portent sur la synthèse d'images. Alors pour commencer, on peut expliquer ce qu'est la synthèse d'images, on peut rappeler ça? Tout à fait. Donc la synthèse d'images, c'est un domaine de l'informatique qui regroupe l'ensemble des procédés pour générer une image avec l'aide d'un ordinateur. Donc on peut voir ça comme le contraire de la prise de photo avec un appareil photo numérique. Là, c'est le contraire, on a un ordinateur et on veut générer une image. Okay. Alors aujourd'hui, des images de synthèse, on en retrouve un peu partout autour de nous. Est-ce que vous avez quelques exemples d'usage à nous donner? Bon, je pense que tout le monde peut penser aux jeux vidéo, aux films d'animation, mais il y en a aussi en fait dans le catalogue Ikea. J'aime bien cette image parce qu'on s'en aperçoit pas. Bah oui, les meubles, ils ne sont pas forcément photographiés maintenant, certains sont juste en image de synthèse parce qu'on atteint cette qualité-là. Il y en a dans le domaine de l'architecture et puis il y en a évidemment aussi dans le domaine de l'archéologie, des sciences du patrimoine en général. Ça trouve des applications partout finalement. Oui. Vous vous intéressez à un aspect en particulier dans ce domaine, c'est lequel? Alors moi je suis spécialisé dans ce qu'on appelle l'apparence des objets, l'apparence des matériaux. Donc je me concentre absolument sur cette partie qui est l'interaction lumière-matière dans une image de synthèse. Très bien. Et alors c'est ça qui va nous permettre de rendre en fait l'image la plus réaliste possible? Alors ce n'est pas que ça, mais c'est effectivement l'une des pierres angulaires qu'il faut maîtriser, sinon l'image elle apparaît plus comme un dessin animé qu'une image réaliste. Alors on va voir justement que pour créer des images de synthèse réalistes, il y a une notion importante à maîtriser, c'est la notion de réflectance. Alors on a voulu savoir si ça parlait aux gens, donc on allait les voir dans la rue, c'est notre mot mystère, regardez. Réflectance. Réflectance. Ah, réflectance. Ah non, j'ai jamais entendu ça, moi. Non, moi non plus. La réflectance, non, je sais pas du tout ce que c'est, non. Il y a juste le mot réflexion qui sonne. Réflectance, dans réflectance, je vois le mot réfléchir, peut-être. C'est un nouveau moyen de bien réfléchir, je sais pas. Honnêtement, là, comme ça, tout de suite, ce qui me vient, c'est la réflexion, tu sais, des rayons du soleil. Ça me fait penser à de l'optique et de la réflexion lumineuse. Il y a une formule de ça. Le nom, c'est un truc, c'est l'albédo, un truc comme ça. C'est la part qui est absorbée par le sol, si je dis pas de conneries. Comment la lumière se réfléchit sur un matériau. Eh ben exactement. Wow. C'est rien à gagner, chérie, t'en bats pas. Bon alors on entend parler de réflexion, réflectance, il y a des points communs, il y a des différences entre les deux? Non, c'est le terme technique, c'est réflectance, comme vous avez très bien dit. Et en fait, la réflexion de la lumière, c'est aussi le terme d'usage dans la vie de tous les jours de monsieur et madame tout le monde. Et donc, c'est commun. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail donc, ce qu'on appelle vraiment la réflectance alors? Alors, la réflectance, c'est une quantité physique, radiométrique, c'est une spécialisation de la physique qui décrit comment un matériau va réfléchir la lumière. Alors, aussi bien en termes de quantité d'énergie, mais aussi d'un point de vue de direction. Donc il y a les cas les plus, on va dire, schématiques ou théoriques possibles. Alors qu'est-ce qu'on voit ici à gauche par exemple? Alors à gauche vous voyez le miroir, donc c'est le miroir dans lequel souvent on se regarde le matin quand on se brosse les dents ou quand on se rase. Donc là la lumière est réfléchie dans une seule direction. Okay. Et puis vous avez l'opposé du miroir, c'est ce qu'on appelle les peintures les plus mates, donc on appelle ça aussi les lambertiens. Et là la lumière est réfléchie uniformément dans toutes les directions. Et puis, entre les deux, vous avez en fait le monde de tous les jours, la vie réelle, ce qu'on appelle le brillant, avec la lumière qui est réfléchie dans un cône de direction.
Ce qu'il faut voir sur votre schéma, en fait, c'est que c'est vraiment des cas idéaux. Donc le miroir parfait, il n'existe pas, et la peinture mate parfaite, elle n'existe pas non plus. On est toujours dans un entre-deux. Dans un entre-deux, exactement. Et donc finalement, ce qu'on mesure, c'est quoi? C'est donc à la fois l'énergie qu'on envoie et l'énergie qu'on reçoit? Alors on sait en général combien d'énergie on a envoyé, et puis on essaie de compter, de mesurer combien on en a reçu dans une direction. Oui, il faut mesurer dans toutes les directions ensuite. On mesure dans toutes les directions si on veut pouvoir cartographier pleinement cette fameuse réflectance. Il y a un jeune homme dans le micro-trottoir qui parlait d'albédo et je vous ai vu hocher la tête pendant que vous regardiez. Parce que c'était pas mal comme terme, parce que alors l'albédo, il est lié à la réflectance, c'est on va dire la réflectance moyenne. C'est quand on moyenne la réflectance sur toutes les directions dont on parlait, on obtient cet albédo. On peut parler de l'albédo d'une surface dans sa globalité. On peut calculer l'albédo en chaque point d'une surface, tout à fait. D'accord, ok. Et quels paramètres peuvent influer sur la réflectance? C'est la matière elle-même, en fait. C'est la matière elle-même. Donc, qu'il y ait des particules, que vous ayez des matériaux purs, des poussières, le bois avec ses veines, ça influe aussi sur la réflectance. Comment il a été travaillé, ce bois. Si vous posez des vernis sur du bois, c'est plus la même réflectance exactement. La couleur aussi peut jouer? Alors, la couleur, on va dire... C'est propre à l'eau. En fait, la couleur découle de la réflectance. Et alors pourquoi c'est si important de maîtriser ce paramètre quand on veut faire des images de synthèse le plus réaliste possible? Parce que quand on se balade dans un monde virtuel en 3D, on observe les objets, les matériaux selon différents points de vue, et puis ils sont éclairés aussi selon différentes directions. Et donc il faut être capable de décrire en tout point de vue et pour tout type d'éclairement comment le matériau va réagir. Très bien. C'est un peu l'essence pure du matériel qu'on observe. C'est ça, c'est sa signature, on dit que c'est sa signature optique. D'accord. Alors vous êtes appuyé sur cette notion de réflectance dans un projet que vous avez mené avec le musée d'ethnographie de Bordeaux. On va découvrir plus en détail ce projet avec Lorraine dans l'esprit d'équipe. Jean l'a dit en préambule, vous avez travaillé en équipe avec le musée d'ethnographie de Bordeaux et vous avez réalisé pour eux des numérisations de pièces historiques, rares et fragiles, comme celle qu'on peut voir à l'écran ici. Ça, c'est une des numérisations que vous avez produites. Qu'est-ce qu'on voit là en fait ? Alors on voit un élément du tablier d'un costume de général chinois qui provient d'Asie, du coup, et qui a été réalisé à la fin du 19e siècle. Et donc ça, c'était dans les collections du musée d'ethnographie de Bordeaux ? Tout à fait. Alors comment ça s'est passé ? C'est les conservatrices du musée qui sont venues vous voir avec une problématique ? Eh bien tout à fait. En fait, elles nous ont contactés et puis de fil en aiguille, elles nous ont invités à visiter leur collection de textiles. Et leur collection de textiles, en fait, elles étaient dans les réserves, dans les tiroirs. Et donc elles nous sortaient quelques textiles et elles nous expliquaient que justement que les textiles, ils n'étaient pas souvent exposés parce que c'est fragile. Ça se détériore avec le temps, et puis aussi pour des raisons, on va dire, d'organisation, d'exposition, elles n'ont pas forcément le temps toujours d'exposer leur collection. J'allais dire, est-ce qu'il y a beaucoup comme ça d'objets qui dorment dans les réserves et que finalement on n'a pas l'occasion de voir nous ? Il y a plus d'objets dans les réserves que dans les salles, c'est valable pour le Louvre aussi. Vérifier. Oui. Alors d'ailleurs, votre travail rentrait dans un projet qui était plus large pour le musée. Il y avait aussi une exposition qui allait avec, c'est ça, Textile 3D, où ils ont exposé certaines de vos numérisations. Alors ils ont fait une exposition virtuelle et réelle à la fois, effectivement, à la fin de ce projet de recherche, la NR Matérial, où on a pu présenter effectivement les premiers résultats que vous avez montrés. Et en même temps, on avait à côté les œuvres réelles pour la plupart. Oui, celles qu'on pouvait exposer, en tout cas. Alors, on verra plus tard dans l'émission vraiment comment vous avez fait pour créer cet outil assez incroyable que vous avez fait pour avoir ces numérisations. Et tout ça, ça a été fait notamment en collaboration avec un doctorant qui s'appelle Antoine Lucas. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il a beaucoup participé à ce projet. Il a conçu notamment cet appareil, cette coupole un peu incroyable que vous avez faite, enfin un peu carrément incroyable que vous avez faite. Est-ce que vous aviez un objectif précis de rendu quand vous vous êtes lancé dans le projet ? Qu'est-ce que vous vouliez comme rendu de numérisation ? Comment on a spécifié finalement la coupole ? Parce qu'en fait, au début, on ne savait pas qu'on allait faire une coupole. C'est en discutant avec les responsables du musée qui, elles, en l'occurrence, voulaient justement être capables d'avoir le rendu aussi fidèle
que ce que nous, en tant qu'êtres humains, on voit. Donc on a commencé à regarder exactement précisément ce que l'œil humain était capable de faire en termes de résolution angulaire, spatiale. Et vous avez d'abord fait des mesures de... Non, comme souvent en recherche, on commence par lire ce que les autres ont écrit. Okay. Et donc ça nous a permis un peu de spécifier ce qu'on voulait atteindre comme résolution optique, géométrique. Et aussi, on s'est rapidement rendu compte que les responsables du musée ne voulaient pas sortir en fait leur collection du musée. Oui, il y avait plein de contraintes. Voilà, donc on avait finalement aussi une salle dédiée pour faire les acquisitions, et donc il fallait que l'objet qu'on allait construire rentre dans cette salle. Vous êtes installé dans les sous-sols du musée? Tout à fait. Ok. Et vous aviez, j'imagine, d'autres contraintes. Donc, faut pas les sortir du musée, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses sur la manipulation de ces tissus? On ne pouvait pas les manipuler. Vous ne pouviez même pas les toucher? C'était seulement la responsable des collections, Solène Nieto, qui en fait nous installait la pièce sur le plateau de la coupole. Et après, il ne fallait absolument pas qu'on y touche. Et puis, on devait aussi mesurer en fait le temps où on allait éclairer l'objet. Parce que les détériorations des tissus, c'est aussi le fait qu'on les expose à la lumière. Et nous, comme on va le voir, on va exposer l'objet à de la lumière. Et bien, il fallait qu'on mesure le temps qu'on l'avait exposé pour que ces responsables-là, justement, se disent « Ok, maintenant, pendant X mois, ou même des années maintenant, on ne va plus en fait sortir les tissus. » Ok, oui, c'est quand même très contraignant. Oui. Et en termes de lumière, vous pouviez l'exposer comme vous vouliez? Alors, non, parce que certaines fréquences ou longueurs d'onde de la lumière en fait, abîment encore plus les tissus. D'accord. Donc il ne fallait absolument pas qu'il y ait d'ultraviolet. Et je reviens sur la précision. L'idée, c'était de faire aussi bien que l'œil, que ce qu'on voit nous? Oui, aussi bien. C'est ça votre objectif? C'est ça notre objectif. Et il n'y avait rien qui existait sur le marché? Vous avez été obligé de créer tout vous-même? Il fallait concevoir effectivement un système d'acquisition spécifique parce que les objets du musée sont très grands. Donc souvent dans les laboratoires de métrologie, les objets sont petits. Et puis aussi la spécificité en fait, de la coupole et donc d'acquérir l'apparence, c'est qu'on va voir il y a deux parties. Il y a la partie géométrie et la partie propriété optique. Et il fallait combiner les deux. Oui, la forme de l'objet et sa texture, enfin son rendu. Sa texture, son rendu, sa capacité justement à sa réflectance finalement, comme on a dit tout à l'heure. On va voir tout ça avec Jean tout à l'heure, comment vous avez fait pour acquérir tout ça très précisément. Combien de pièces en tout vous avez pu numériser? 10. Ok, ça c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, je me rends pas compte. Eh bien c'est 10 fois 10 Tera, c'est 100 téraoctets de données. D'accord, ok, c'est beaucoup. Et beaucoup. Dès le début, vous aviez l'intention d'en numériser 10 ou c'est une question de contrainte de temps ou de technique? Alors c'est une question de contrainte de temps en fait. Et à l'époque aussi de stockage et de notre budget finalement, parce que c'est un projet de recherche, on avait aussi un budget qui n'était pas infini. Donc oui, c'était les contraintes, finalement. Est-ce que ça a été compliqué de se mettre d'accord sur quelle pièce à numériser? J'imagine que vous aviez peut-être pas les mêmes challenges, les mêmes défis à relever entre les conservatrices qui voulaient peut-être préserver certaines pièces et vous qui voulez absolument tester des choses sur, je sais pas, du brillant, des boutons, des reliefs en particulier. Les conservatrices, elles étaient ultra, je veux dire... conciliantes, okay. Parce que c'est nous finalement qui avons choisi effectivement par rapport aux propriétés optiques qui nous semblaient complexes, compliquées. On a écarté les trucs, certains manteaux qui avaient trop de poils, des fourrures trop complexes qu'on pouvait de toute façon pas... On savait dès le départ qu'on allait dans le mur pour ce type de choses. Donc non, ça c'était facile finalement. Qu'est-ce qui vous a intéressé en particulier? Qu'est-ce qui était un défi pour vous? Eh ben, en fait, on voulait absolument avoir des variations spatiales de réflectance. Donc on voulait pas... On voulait le contraire de ce que je porte moi comme vêtement finalement. Donc voilà, on voulait des choses qui varient fortement spatialement, que les textiles soient compliqués. Des textures, des textiles, voilà, qui a à la fois des choses brillantes et des choses mates. Voilà, on voulait se démarquer de ce qui avait été fait auparavant en termes de recherche finalement. Ok. Et est-ce que les conservatrices étaient finalement contentes de ce qui a été produit? Je pense qu'elles étaient contentes. Il y a une experte notamment, Françoise Cousin, qui était ravie de voir que le jumeau numérique, le facsimilé numérique lui permettait de retrouver des choses qu'elle avait observées à l'œil nu, voire même de voir finalement des dégradations de vêtements qui sont là, qui ne sont pas des artefacts d'acquisition ou de mesure. Il y a des vêtements qui sont abîmés et on les capte en fait, ces défauts. Et mis à part l'exposition qui a suivi après, qu'est-ce que les ethnographes du muséum en ont fait de ces pièces-là? À quoi ça a servi? Pour l'instant, ça leur sert surtout à faire de la muséographie et donc de l'exposition virtuelle. Ouais. On continue de travailler là-dessus. On aimerait à terme que justement ça devienne un outil pour les ethnographes, donc que ça ne soit pas juste pour de la muséographie et les musées, mais que ça serve aussi aux chercheurs spécialisés en ethnographie. Qu'on puisse l'envoyer à l'autre bout de la Terre à un autre ethnographe. Exactement.
Oui, surtout si on ne peut pas les ressortir tous les jours. Donc, exactement. Faut bien saisir tout ce qu'on veut voir au moment où on le sort, quoi. Et il y a un aspect qui est important de l'application d'avoir acquis la réflectance, c'est de pouvoir rééclairer l'objet dans un contexte d'utilisation qui est complètement différent de celui de la coupole. Donc, ça veut dire qu'on pourrait imaginer, par exemple, faire des scènes où on a le vêtement dans une scène originale. Oui, dans son habitat naturel. Dans le 19e siècle, au 19e siècle, remettre en condition, en fait. En condition, oui. Ça pourrait être aussi bien éclairé dehors qu'au musée ou finalement en Indochine, peut-être où il a été fabriqué, ce genre de choses. Le champ des possibilités est infini, partant de là. Ouais. Presque. Chercheur, on n'aime pas infini, mais oui. Mais oui, c'est vrai. Non, il y a énormément de choses possibles. Alors on va voir que la numérisation peut servir à autre chose que préserver et sauvegarder des objets fragiles. Elle pourrait sauver une culture et un archipel tout entier. C'est le coup d'œil de Marine. Dans cette chronique, on va parler réchauffement climatique. Alors, quel rapport entre le réchauffement climatique et la numérisation du patrimoine ? Eh bien, le rapport, c'est l'archipel des îles Tuvalu. Je crois que tu nous as perdu, la Marine. Vous allez comprendre, les îles Tuvalu, on va les afficher à l'écran. C'est un archipel paradisiaque au milieu de l'océan Pacifique. Des paysages de cartes postales, des plages de sable fin, des cocotiers. Mais d'après le GIEC, les îles Tuvalu en 2100, ce sera plutôt ça. Je vois rien là. Exactement. Au rythme auquel progresse le réchauffement climatique et la montée des eaux, on estime que 95% du pays sera englouti d'ici la fin du siècle. Alors les Tuvalu ont plusieurs options si leur territoire venait à disparaître. En novembre 2023, l'Australie a par exemple proposé d'héberger les 12 000 habitants de l'archipel sur ses propres terres. Ils pourraient aussi trouver refuge sur Kioa, une île des Fidji qui a été achetée par des Tuvalu en 1946. Mais le problème, c'est qu'ils n'auraient plus de territoire à eux. Et le droit international est très clair là-dessus. Pour qu'une nation existe, il lui faut un territoire. Donc vous l'avez peut-être deviné, c'est là qu'intervient la numérisation. En novembre 2022, Simon Kofe, le ministre Tuvalu des Affaires étrangères, de la Justice et des Communications, a fait une annonce plutôt surprenante. Les îles Tuvalu pourraient devenir la toute première nation numérique. Ça veut dire quoi, une nation numérique ? Ça veut dire que le gouvernement a l'intention de créer une copie numérique en 3D de l'archipel complet, qui fait 26 km², pour permettre aux habitants de continuer à s'y rendre sous forme d'avatar virtuel. Donc c'est une sorte de métavers. Et à côté de ça, les archives historiques et culturelles du pays seraient aussi entièrement numérisées pour conserver le patrimoine tuvalu sur Internet. D'ailleurs, la numérisation de l'archipel a déjà commencé, puisque Simon Kofe a fait cette annonce en étant lui-même dans une reconstitution en 3D du plus petit îlot de l'archipel. C'est bien fait, on ne s'en doute pas du tout au début du discours. Et puis progressivement, il y a un dézoom, comme on peut le voir à l'écran, et on se rend compte qu'il n'est pas du tout sur une vraie plage. Et il a été réalisé comment, cet îlot virtuel ? C'est très bien expliqué dans un épisode de la série Le Dessous des images, qui a été diffusé par Arte. Donc l'îlot a été conçu par une agence australienne en à peine 3 mois, à partir d'images de drones et de photos de l'île. Ils se sont servis de logiciels utilisés en topographie, mais aussi de techniques issues du cinéma et du jeu vidéo. On est donc sur une sacrée prouesse technologique, mais ça ne doit pas nous détourner du message essentiel. Le métavers ne va pas ralentir le réchauffement climatique, il ne va pas empêcher la montée du niveau des océans. D'ailleurs, il faut rappeler que cette annonce du ministre, elle a été diffusée pendant la COP27 en 2022, ce qui n'est pas anodin. C'est maintenant qu'il faut agir si on ne veut pas assister dans les prochaines années à la disparition de pays entiers. Romain, vous étiez au courant de cette histoire ? Non, j'ai découvert. On n'est pas sur les mêmes échelles. Oui, c'est ce que j'allais dire. On n'est pas sur les mêmes échelles. Comparé à ce que vous faites, là, l'objectif, c'est pas d'obtenir, par exemple, la réflectance du moindre grain de sable qui est sur la plage. J'entends bien. À quel point ça peut être similaire, ce qui a été fait et votre travail ? Il y a quand même En fait, la réflectance des palmiers d'une forêt sur les îles, ça se mesure très bien à l'échelle satellitaire, ça se modélise bien, on peut déjà le faire. Hein. Ah ouais ? Ouais, ça, c'est des collègues qui font ça à l'Institut du Globe, il me semble, à Paris. Donc oui, on peut déjà le faire. J'imagine qu'ils ont des musées ou qu'ils ont un musée là-bas. On pourrait aussi se dire qu'il faut numériser absolument leurs œuvres, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux surtout sauver leurs œuvres de la montée des eaux et les mettre ? Donc vous parlez de l'image satellitaire, on n'est pas sur une coupole géante du coup sur Non, on prend des photos, mais depuis les satellites. Mais aller prendre des photos en ce moment avec des drones, etc., ça fait partie de certains projets de recherche que j'ai qui sont en gros de miniaturiser la coupole, ou d'amener la coupole sur site, parce que là, la coupole, on va le voir, ça pèse 1 tonne. Et de se dire, on pourrait quand même, alors pas mesurer la réflectance de chaque grain, de chaque feuille, mais de quelques grains, quelques feuilles, d'avoir des échantillons bien ciblés. Et après, on pourrait créer une image de synthèse qui soit beaucoup plus précise.
Est-ce qu'on a déjà fait appel à vous pour numériser autre chose que des œuvres qui sont dans les réserves du musée? Alors, on a déjà fait appel à moi pour numériser une œuvre qui a été recréée. C'est un albâtre. Oh. Donc, du coup, il y a des albâtres dans certaines églises de Bordeaux. Ouais. L'albâtre, en gros, c'est une matière qui ressemble un peu au marbre. Et donc, ça a été sculpté, travaillé, et puis ça a été aussi peint par-dessus. Et dans un des projets, en fait, il y a une artiste et ce qu'on appelle une archéo-artiste, quelqu'un qui fait à la fois de l'archéologie et de l'artisanat, qui a recréé un albâtre de toutes pièces à des fins d'études, et après a peint différentes parties de l'albâtre avec des hypothèses de couches de peinture. Et donc ça, c'est un projet où on a effectivement, avec la coupole, commencé à numériser l'albâtre, qui est toujours en cours en fait d'ailleurs, pour essayer de comprendre exactement comment justement les artisans du Moyen-Âge faisaient pour obtenir des albâtres qui avaient des propriétés de réflectance pas super intéressantes, mais ils avaient des couleurs ultra vives, et donc ils se posaient ce type de questions. Donc la coupole, ça permet aussi de répondre à ces questions-là en fait. Ça apporte des indices supplémentaires. Oui, tout à fait. Super. Merci Marine pour ta chronique. Romain, vous restez avec nous? Bien sûr. Alors ensemble, on va entrer plus en détail dans le fonctionnement de l'appareil. Romain, vous allez nous expliquer les défis technologiques que vous avez relevés et les innovations que vous avez trouvées. Place aux sciences en action. Alors ensemble, Romain, on va commencer par faire un petit tour du propriétaire et pour ça, on va s'appuyer sur cette image et je voudrais que vous nous décriviez ce qu'on voit sur l'image. En fait, quels sont les différents éléments qui composent ce fameux appareil? Alors, donc là, vous êtes sous la coupole et l'élément en orange, c'est un robot. Ouais. On dit que c'est un robot 6 axes, il a 6 degrés de liberté. Dessus, en bout de bras, en fait, on voit du coup un appareil photo numérique. Ok, il a classique tel qu'on peut avoir. Non, c'est un appareil photo numérique effectivement qui a une cadence d'image 100 images secondes, donc qui est capable de... Je me rends pas compte, c'est beaucoup ça? 100 images par seconde? Enfin, ça paraît beaucoup, mais... C'est 4 fois plus rapide que ce qu'on voit comme débit quand on est au cinéma. Ok, donc c'est beaucoup. C'est ça ce que ça veut dire, CCD plus optique? Alors non, CCD, donc c'est le type de capteur. L'optique, c'est l'objectif. Ok. Alors, une marque. On trouve d'autres éléments sous cette coupole. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc l'échantillon reconnaît peut-être, j'espère en tout cas, l'élément de tablier du costume du général chinois. Il est posé sur un disque. Ouais. C'est une table basique ou... C'est une table, elle est en fait assez légère. Elle est recouverte d'une matière qu'on appelle le dibond. C'est très très noir en fait, ça permet d'absorber la lumière. Ah, ça évite du coup des reflets par exemple qui Exactement, des reflets parasites. Et elle a la capacité de tourner aussi, je crois? Oui, effectivement. Le disque, il est monté sur une platine de rotation qui a des moteurs qui permettent de tourner effectivement l'objet. On va voir que ça c'est très pratique. Et on trouve aussi, donc je vois des LED. Alors effectivement, il y a des LED, ce sont les tout petits carrés jaunes là qu'on voit sur les images qui vont permettre d'éclairer l'échantillon avec une direction bien particulière d'éclairement, justement. On est sur combien de LED là, dans toute cette coupole? 1080 ou 1081, je ne sais plus, j'ai un doute. Alors pour acquérir l'apparence d'un textile, ça se déroule en 2 temps. Par quoi on commence? Alors on commence par acquérir déjà la forme de l'objet. C'est-à-dire? Donc la forme, c'est vraiment sa surface. Vraiment le relief? Le relief, exactement. La texture. Et donc ça, c'est fait avec... Comment on s'y prend pour ça? Alors nous, il y a plusieurs techniques. Nous, on a choisi ce qu'on appelle un scanner laser, qui est monté à la place de l'appareil photo numérique qu'il y avait tout à l'heure sur le robot. Le scanner laser, en fait, il envoie une onde, le laser, et puis en fonction du temps que le laser met à revenir sur le capteur du scanner, on est capable d'en déduire la distance. Quand on a cette notion de distance, en fait, avec une formule mathématique assez simple, on est capable d'en trouver finalement où sont les points, et donc d'en recréer après toute la forme, la surface, le maillage de l'objet. Donc là, on voit le maillage sans aucune couleur illustrative, hein, donc vraiment chaque triangle. Et chacun de ces triangles-là doit faire 200 microns de côté. 200 microns, c'est extrêmement petit. C'est 5 fois plus petit que le millimètre, effectivement. Ok. Et ça, du coup, on arrive à l'obtenir avec le laser. Exactement. C'est le résultat, finalement, de l'acquisition du laser. Tout à fait. Très bien. Alors, à ce stade, on n'a aucune information sur les propriétés optiques du textile. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Eh bien alors, c'est ce que l'image montre, hein. Il va falloir déplacer l'appareil photo numérique et faire des photos. Et à chaque fois qu'on fait une photo, en fait, c'est ce que l'image montre très bien là, on fait une photo pour à chaque fois qu'on allume une LED, en fait, l'appareil photo va acquérir une image. Donc,
Il y a combien de positions comme ça, de combinaisons de positions? Donc il y a 1080 LED et puis en fait le robot se déplace la caméra à autant de positions qu'on veut ou qu'on a de temps ou qu'on a d'espace mémoire disponible pour stocker les données. Ok. Et donc finalement, pour chaque petit triangle, on va aller comme ça capturer une image? C'est ça l'objectif ou... Alors on ne peut pas faire ça, ça ferait trop de données, mais ça ce serait l'objectif possible sur un tout petit échantillon. Mais comme les vêtements font plusieurs centimètres carrés, voire 1 mètre carré pour certains, on ne peut pas faire ça. Donc on va avoir, pas pour chaque triangle 1080 photos, mais on va dire pour un ensemble de triangles, on va avoir à chaque fois 1080 photos, multipliées pour chaque point de vue si vous voulez. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'en nous, ce qu'on a fait pour préparer l'exposition textile 3D, on a acquis entre 20 000 et 200 000 photos. Mais c'est énorme, c'est titanesque comme quantité de données. Les données dont je parlais tout à l'heure, où il y avait 100 teraoctets de données, à peu près 10 téras par objet, ça vient principalement des images, en fait des photos. On parlait de la partie optique, donc c'est ces photos-là qui aident ensuite à déterminer la réflectance, c'est ça? Oui. Okay. Sans ces photos-là, en fait, on n'a aucune propriété optique. Et alors, est-ce que les algorithmes peuvent aussi aider du coup à soulager un peu cette quantité de données? Comment on fait justement pour que ça reste exploitable, qu'on puisse le stocker, qu'on puisse gérer ces informations? Alors, c'est pas possible de tout mesurer de manière dense parce que l'objet est trop grand, il y a trop de dimensions, il y a trop de points de vue, points d'éclairage. Puis vous le disiez tout à l'heure aussi, c'est 2 mètres carrés de tissu, donc c'est trop gros. Donc il faut faire des choix. Et donc on peut faire des choix de manière raisonnée en écoutant les ethnographes, les ethnologues, où ils vont nous dire ici, a priori, ce sont les mêmes zones de travail de l'artisan, ce sont les mêmes matières, donc il n'y a pas besoin de mesurer tout de manière dense, on va retrouver les mêmes zones. Et puis après, on a l'autre façon de faire, qui est d'utiliser justement des techniques de maths appliquées, du numérique, pour identifier les zones qui semblent les mêmes, et les identifier de manière automatique. Donc ça, c'est tout un travail de traitement après l'acquisition des données. Et c'est là où justement les sciences du numérique, on est très fort, c'est qu'on est capable de retrouver énormément d'informations juste en analysant des données. Et puis quand on n'a pas de données, on va faire ce qu'on appelle soit des extrapolations quand on n'a vraiment pas assez d'informations, soit des interpolations, on va pouvoir dire entre tel point et tel point, c'est vrai qu'on n'avait rien mesuré, mais on a une bonne probabilité que finalement ça se comporte de manière assez connue, vu le voisinage en fait. On fait des estimations? Exactement, des estimations. Et donc je reviens sur l'appareil photo. Tout à l'heure, vous disiez donc il y avait plusieurs positions, etc. Ça aussi, ça a été un gros travail de positionner comme ça très précisément l'appareil photo. Ouais, c'est le travail d'une thèse, justement, de la thèse d'Antoine Lucas, d'être capable de savoir à quelle précision, avec quelle incertitude finalement, où est la caméra par rapport aux vêtements. Oui, parce que là, on l'a dit tout à l'heure, on se situe au micromètre. Oui, et alors la caméra, effectivement, on est capable, après les études d'incertitude, de savoir où elle se situe à 200 microns près. C'est incroyable, ça paraît fou. Ça paraît fou, mais il y a des personnes qui vous diront que ce n'est pas encore suffisant, donc c'est aussi pour ça que la recherche, ça continue, mais oui. Ça se voit, l'œil humain, quand même, quand la caméra elle bouge de 200 microns? Alors, très difficilement. Alors, nous, en tant qu'être humain et les personnes les plus jeunes, donc c'est plus moi, celles qui sont aux alentours d'une vingtaine d'années, elles sont capables de distinguer des déplacements. Enfin, elles ont une résolution spatiale, on dit, de 50 microns quand vous êtes à 30 cm de l'objet. D'accord, ok. Donc, voilà, 30 cm, c'est à peu près la distance, on va dire, minimale à laquelle vous arrivez à ne pas loucher, à faire le point. Donc 200 microns, on est 4 fois au-dessus. Par contre, la coupole, d'un point de vue résolution optique, elle est à 50 microns. Elle a été conçue pour ça. Donc, oui, parce que l'objectif de cette précision, c'est de pouvoir après superposer finalement la géométrie, ce qu'on a obtenu, le relief du textile, avec les photos que vous avez prises, c'est ça? Exactement. Le recalage entre les photos prises et ce que le scanner laser il a acquis, c'est ce qui fait l'originalité et toute la difficulté du projet. C'est qu'on arrive à recaler avec cette précision de 200 microns les photos sur la géométrie. Et là, globalement, avec ce qu'on voit, on peut dire, enfin en tout cas, moi, je trouve que c'est génial, mais est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous obtenez pour l'instant? On est satisfait parce que sinon, Antoine, il n'aurait pas eu son diplôme et je serais très mal. Mais bon, la recherche, c'est quelque chose qui continue de progresser, donc on continue d'essayer d'améliorer le dispositif, bien sûr. Et il y a toute une question aussi de jeu. Alors, on parle de lumière, donc forcément, il y a des ombres. Comment vous vous affranchissez de ça aussi? Alors, les ombres, c'est un gros problème. C'est clair que c'est... alors, il y a différentes sources d'ombre. Donc, il y a le vêtement, le tissu lui-même qui peut se créer de l'ombre sur lui-même. Mais ce qu'il y a de bien avec le scanner 3D, c'est qu'on sait exactement où les ombres vont apparaître. Ah, vous pouvez les anticiper, en fait. On peut les anticiper.
Les ombres du robot sur le tissu, on peut aussi les anticiper parce qu'on a un modèle numérique complet du robot qui nous a été fourni par le fabricant et qui est assez complet. Et donc on est aussi capable de prédire où finalement le robot va projeter son ombre. Et les dernières ombres qui nous manquent un petit peu et pour lesquelles on continue d'essayer d'avoir des différentes techniques de résolution et de détection des ondes dans les images, c'est les ondes des câbles en fait. On a vu que la caméra, elle a besoin de câbles, c'est normal, il faut qu'elle soit alimentée électriquement, il faut qu'on transfère les images sur un PC. Donc là, c'est les câbles, c'est la dernière petite problématique où on a encore un peu trop d'incertitude. Et alors finalement, combien de temps ça prend de numériser un vêtement comme ça et puis d'en acquérir une version numérique super réaliste? Ça prend une semaine quand même. Il faut une semaine, il faut 5 jours, on va dire, une semaine de travail, 5 jours. Donc en fait, il vaut mieux parler en termes d'heures, hein. C'est 5 jours, 24 heures sur 24, donc c'est 5 fois 24 heures, 120 heures. Et alors pour terminer, vous avez dit, à l'avenir, quelles sont les améliorations que vous avez prévues? Donc rendre plus automatique, c'est ça? Alors on a des améliorations en termes de précision, donc notamment le système de câble va complètement changer. La caméra va un peu changer aussi parce qu'on change le système de câble, donc il y aura beaucoup moins de câbles, on va être capable de prédire de manière quasiment certaine exactement où sera le câble en fonction de comment le robot se déplace en fait. Et puis après, il y a des optimisations liées au matériel, mais ce qui est de plus important, c'est finalement le traitement numérique des données qui va vraiment devenir, entre guillemets, plus optimal, plus performant pour qu'on traite plus vite cette masse de données qui est quand même très grande. Oui, parce que le but derrière, c'est quand même que ce soit exploitable pour les ordinateurs Exactement. Il faut du musée, par exemple. Exactement. Il faut compresser les données parce que 10 téraoctets de données, ça ne tient pas sur les cartes graphiques, c'est ingérable. Donc il faut trouver des représentations, des bonnes compressions pour que ça fonctionne. Alors, le but de votre travail n'est pas de créer entièrement un musée numérique, mais des expositions virtuelles existent déjà. Et peut-être qu'à l'avenir, ce concept va se généraliser. Alors cette idée séduit-elle les gens? On leur a posé la question, regardez. Musée en ligne, non, ça m'intéresse franchement pas, quoi. Je serais carrément pas pour. Quand c'est pas numérisé, tu vas pouvoir voir si la peinture elle est mise dans ce sens-là, le grain, s'il y a des superpositions, etc. J'avoue, c'est mieux de voir en vrai. Après, si je dis que c'est bien en ligne, parce que si la personne n'a pas envie de se déplacer, elle peut le voir en ligne. Un exemple, une personne qui est handicapée, qui a ça, qui peut pas trop se déplacer, pour elle, ça va. Elle le regarde en ligne, ça va. En fait, c'est bon des deux façons. Moi, je dis en ligne, c'est bon, mais il faut pas que ça soit plus en ligne que dehors. Moi-même, en tant que adepte de l'art, non, moi je veux voir les vraies œuvres. Non seulement de voir l'œuvre en vrai, moi j'ai été hyper ému quand j'ai vu la pierre de Rosette et je l'avais vue 1000 fois en photo et j'ai pleuré parce que la première fois que je l'ai vue c'était un moment émouvant parce que c'est un objet unique de l'humanité. J'aime bien la matérialité des choses parce que j'aime bien l'unicité des choses aussi. Alors, une petite réaction sur ce que vous avez entendu? Il n'y a que des bonnes réponses. Non, c'est vrai. C'est vrai que moi aussi j'aime aller au musée. Par contre, ce que permet la numérisation, c'est justement vous montrer dans un autre contexte potentiellement l'œuvre qui est devant vous. Donc quand vous voyez un tissu exposé sur un mannequin, on pourrait s'imaginer à plus longue échéance, si on pouvait vous animer virtuellement le tissu sur un mannequin virtuel ou sur un avatar, etc., ça vous apporterait d'autres informations, d'autres connaissances que juste le voir posé devant vous de manière statique. Oui, c'est plus immersif aussi. Exactement, c'est plus immersif. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout. Hein. Donc, oui. Il y a une personne qui note aussi l'intérêt de la numérisation pour l'accessibilité de l'art aux personnes en situation de handicap. Est-ce que ça, c'est une question que vous avez en tête parfois dans votre travail? Eh ben, pas assez, mais je trouve que c'est une excellente remarque. Je trouve que c'est... Moi, l'accessibilité de l'art, j'y ai un peu réfléchi quand on s'est tous retrouvés confinés. Je me suis dit, ah purée, on ne peut pas aller au musée. Mais en fait, il y a plein de gens qui peuvent pas toujours aller au musée. C'est ça, et ces personnes-là, elles sont certainement beaucoup plus en difficulté pour accéder au musée, aux salles d'expo, etc. Est-ce que vous trouvez que la numérisation dans le domaine de l'art prend de plus en plus de place? Est-ce que vous êtes sollicité? C'est quelque chose que vous ressentez en tout cas, qu'on fait plus appel au domaine numérique? J'ai l'impression, j'ai l'impression. Et puis je vois que les collègues qui sont plus, on va dire, dans la partie transfert, c'est le transfert de valorisation pour les musées, eux, ils sont énormément sollicités. C'est quoi ce que vous appelez transfert de valorisation? Eh ben, c'est des cellules en fait, qui ne font pas de recherche, mais qui ont vraiment des contrats faits par les musées pour venir essayer d'acquérir, de numériser leurs œuvres. Et alors là, ils sont bloqués souvent sur des choses de réflectance, ils ne sont pas aussi avancés que la coupole, et donc on voit qu'eux,
Ils sont énormément sollicités. Ils partent aussi bien en Afrique, en Asie, pour essayer d'avoir des premières numérisations d'œuvres. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaie de travailler ensemble, parce que moi, je suis en amont de ce qu'ils vont fournir demain comme service. Et on pourrait avoir une petite coupole de voyage. Oui, tout le monde en rêve. Tout le monde veut la coupole de voyage, bien sûr. Oui. Ça finira par arriver. Alors je suis certain que votre travail intéresse les spectateurs et en particulier les plus jeunes. Alors on va retracer votre parcours, c'est la séquence en coulisses. Alors avant de commencer mon interrogatoire, j'ai un petit défi pour vous. 30 secondes pour nous présenter votre parcours, Romain, pas une de plus. Dès que vous êtes prêt, on affiche un chrono à l'écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Je veux bien voir le chrono. Bon bah allez, top chrono alors. Eh bien, j'ai passé mon bac à l'étranger, à l'École européenne de Luxembourg. Après, j'ai fait des études d'informatique à l'université Paris 6. Puis après, j'ai décidé d'aller en école d'ingénieur à l'EFRAY. Et là, en fait, je suis parti 1 an à l'Université de Montréal parce qu'ils avaient un programme d'échange. Et c'est là que je suis tombé vraiment dans la synthèse d'images avec beaucoup de cours à côté qui étaient pour l'image numérique. Donc après, j'ai décidé de me lancer dans la recherche. Ah, raté. Je suis beaucoup trop long. Peut-être terminer votre phrase quand même. Et ben, c'est après cette expérience à l'Université de Montréal, j'ai décidé de vouloir faire de la recherche. Et comme je cherchais un financement de doctorat, je me suis inscrit en master recherche à l'Université de Bordeaux. D'accord. Pour essayer de décrocher une bourse que j'ai obtenue. Bravo. Très bien, on aura eu la fin quand même. Bon. Bon, j'ai encore 2-3 questions pour vous. Par exemple, depuis le début de cette émission, on parle de numérisation de l'art et du patrimoine. Il vous vient d'où cet intérêt pour l'art ? Donc j'étais un peu forcé et contraint quand j'étais enfant à aller au musée, comme le montrent les images. On est beaucoup dans ce cas. On a quelques photos de vous plus jeunes. Ah, ça c'est vous au musée oui, enfant. Okay. Tout à fait. À droite. À gauche, je suis déjà adolescent. À quel âge, quoi? Une dizaine d'années, là? À droite, j'ai 13 ans, il me semble. Ouais. Et à gauche, je dois plutôt avoir 16-17, je pense. Et donc là, vous êtes très malheureux d'y être. Ouais, je suis pas ravi, en fait, d'y être. Alors que, bon, les sculptures derrière moi doivent être superbes. Je m'en souviens plus, malheureusement. Mais en tout cas, j'allais souvent au musée. Et finalement, je pense que ça a une influence. Ouais. C'est pas un choix conscient que vous avez fait à un moment de votre carrière. Finalement, c'est au fur et à mesure que vous vous êtes retrouvé dans ce champ-là. C'est ça ? J'ai eu de la chance en fait de rencontrer justement ceux qui font de la valorisation, les cellules de transfert qui font de la valorisation du patrimoine de manière numérique. Et donc là, on rencontre d'autres personnes qui sont plus, on va dire, ethnographes, archéologues, des spécialistes en fait du patrimoine et ou de l'histoire de l'art. Et quelque part, c'est intéressant ce qu'ils racontaient, etc. Je pense que je retrouve un peu le bon côté des expos quand on entend des spécialistes. De la même manière, quand vous allez voir une exposition tout seul, c'est pas forcément la même expérience que quand vous êtes guidé par un spécialiste qui vous explique plein de choses. Voilà. Pour autant, vous n'avez pas choisi une école d'art pour vos études, c'était pas encore une passion à l'époque. Regardez la photo qui s'affiche à l'écran, est-ce que vous vous souvenez de cet endroit ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ça, c'est ma première année d'études supérieures à l'Université Paris-Dauphine, où je m'étais inscrit... je ne sais pas trop pourquoi, dans un DUG qui s'appelait à l'époque Mathématiques appliquées aux sciences sociales. Okay. Et c'était juste très pénible en ce qui me concerne, sauf le cours d'informatique, qui était donné par un jeune maître de conférence. Et là, c'était passionnant. Et je pense que ma première image de synthèse, je l'ai générée à la fin de ce cours-là. En fait, c'était pour visualiser des surfaces mathématiques en 3D, on pouvait tourner autour. Mais justement, cette personne-là, elle vous a pas mal marqué. C'est bien, on peut l'afficher à l'écran ? Oui, c'est Fabrice Rossi. Ouais, cette personne, ce professeur, il a eu un rôle important dans votre orientation. Oui, parce que j'ai décidé à la fin de cette année à Dauphine, qui était un peu catastrophique, sauf en informatique, et de m'inscrire justement à Paris 6 en DUG de mathématiques et informatique. Donc c'est là que tout a bifurqué. Oui, tout a eu. Ouais. Là, à la fin de ces 2 cours qu'il donnait, il y avait un cours à chaque semestre en gros. Là, j'ai su que je voulais faire de l'informatique. Et ce dont il faut se souvenir, c'est que donc ça, c'est 97-98, mon année à Paris-Dauphine. Le numérique et Internet sont en train d'exploser petit à petit, mais on n'est pas encore dans les années 2010 ou 2020 maintenant, où c'est omniprésent. Mais foncièrement, qu'est-ce qui était différent dans son apprentissage ? C'était une approche plus concrète Qu'est-ce qui a fait la différence ? Il y avait très peu de cours magistrales en fait dans ce qu'il proposait. C'était que du TD et du travail en salle, du travail dirigé, ou du TP directement sur machine où
où on passait vraiment très vite de la théorie vous étiez à l'application. dans le concret. Exactement, et Okay. c'est ce qui me plaisait énormément. Par opposition, les cours magistraux de mathématiques, ça n'en finissait pas. Alors que j'adorais les maths au lycée, hein, et j'en fais encore toujours plein aujourd'hui, mais ouais, il y avait une espèce de... Je ne sais pas si c'est l'école française de maths théorique, mais qui, pour moi, ça manquait de pratique. Voilà. En tout cas, c'est à ce moment-là que vous avez décidé de vous orienter vers l'informatique. Et ensuite, comment est-ce que vous avez décidé de devenir chercheur? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Ce qui m'a plu, en fait, c'est ma rencontre à l'Université de Montréal quand j'ai fait mon stage de recherche dans le laboratoire d'informatique graphique de Pierre Poulain, qui est devenu 1 an et demi, 2 ans plus tard, l'un de mes co-directeurs de thèse. Ouais, c'était ça. J'aimais bien la vie en laboratoire avec les autres étudiants, le fait qu'on se posait qu'on avait des problèmes finalement qui étaient plus ou moins ouverts en fonction de son niveau. Ça m'a énormément plu. En tout cas, même quand on ne sait pas précisément ce qu'on veut faire, c'est utile de savoir ce qu'on ne veut pas faire. Ça vous est arrivé de vous retrouver à un poste où vous a dit ça ne me convient pas et j'ai envie de changer? Ça m'est arrivé 2 fois, je pense. Donc une fois, quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai fait un stage dans une entreprise où il fallait faire du développement de sites web. Donc là, je faisais littéralement de la programmation web à une cadence assez infernale en tant que stagiaire, mais comme tous les gens dans l'entreprise. Et là, je me suis dit que c'était absolument pas ce que je voulais faire le restant de ma carrière. Et une autre fois, ça m'est arrivé, mais là, j'avais déjà un doctorat, donc c'était plus une question de cadre. J'étais dans un cadre qui était beaucoup trop restreint, trop militaire, qui n'avait pas assez de liberté, justement, pas assez de possibilité de faire un peu les choses comme je l'entendais. Et là aussi, c'est là que je me suis dit que la recherche, il fallait qu'elle soit pour moi, en tout cas, dans un cadre très ouvert. Et aujourd'hui, vous vous sentez plus libre là où vous êtes? Ouais, donc si je retrace un peu ma carrière, comme je n'ai pas eu le temps en 30 secondes, mais donc j'ai intégré le CNRS fin 2011, où j'avais déjà une liberté énorme. Et INRIA, c'est pareil, j'ai une liberté aussi énorme. Et c'est important pour vous comme... Oui. C'est un aspect important de la recherche, c'est un privilège quand on est chercheur d'avoir la liberté de travailler. C'est un très très grand privilège. Je pense qu'on a tendance quand on est chercheur à l'oublier. Et moi, à chaque fois que je l'oublie, je me dis, est-ce que j'ai envie d'aller travailler dans une entreprise? Et là, je me rappelle que non. Que non, que je suis content chaque matin. Certes, j'ai plein de choses à faire, mais de pouvoir quand même choisir ce sur quoi je travaille. Et alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à celles et ceux qui veulent se lancer dans ce domaine? Alors déjà, je conseille à toutes les femmes de faire des sciences, et de l'informatique en particulier, parce qu'il n'y en a pas assez, et c'est un problème. Et qu'après, le domaine de la recherche, il faut vraiment se dire que c'est passionnant de vivre et d'être payé pour vivre de sa passion, en fait. Et que c'est vraiment ça qui caractérise le travail de chercheur. Très bien. Eh ben, j'espère que le message est passé. On va compléter ces conseils avec une recommandation culturelle. C'est la reco des invités. Alors Romain, vous avez souhaité nous parler d'un lieu en particulier, lequel? Le bassin des Lumières à Bordeaux, du coup. C'est un lieu culturel? C'est un lieu culturel, alors que c'est une ancienne base sous-marine construite par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. On en voit quelques images là, ouais, à l'écran. Oui. J'imagine que vous y êtes déjà allé? J'y étais plusieurs fois. C'est un lieu où on projette du coup une exposition avec des vidéoprojecteurs, on projette des images qui sont en général pas des images de synthèse, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, là, il y a de la réflexion sur l'eau des bassins. Il y en a partout, parce qu'il y en a sur l'eau. Il y a une partie de la base, c'est là où les sous-marins rentraient pour se garer et être réparés. Donc il y a de l'eau, il y a des murs en béton, et donc on voit des reflets et de la réflectance partout. Est-ce que vous, comme votre mère, vous emmenez au musée, vous emmenez vos enfants aussi Alors, je les emmène et ils adorent celui-là parce que c'est très grand, il y a plein de places et puis on peut se balader partout, on n'est jamais serré, on n'est pas du tout dans le musée typique parisien trop petit de l'exposition temporaire de mon enfance où on est trop serré. Eh ben, écoutez, si on a l'occasion de passer à Bordeaux, on ira y faire un tour. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Science en Question. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve bientôt pour d'autres découvertes scientifiques. Merci aussi à toute l'équipe en régie pour la réalisation. À bientôt. Ciao les sorciers.